Bonjour chers élèves et bienvenue dans une vidéo que j'ai postée tout à l'heure mais en version arabe. Je pense que j'ai pas réussi à bien transmettre l'information en arabe, donc je vais refaire la vidéo en français pour nos amis francophones. Dans cette vidéo, je vais traiter tous les sujets qui concernent les ondes mécaniques et les ondes de façon générale, ondes mécaniques et les ondes lumineuses qui ont été proposées l'année dernière au baccalauréat marocain dans les trois options sciences maths, PC et SVT. Donc, je vais commencer par l'option PC. Donc, c'est un exercice sur les ondes lumineuses. On vous dit un faisceau cylindrique de lumière blanche émis par une source arrive perpendiculairement, vous voyez, à la surface d'un prisme en verre. Le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran E. Donc, à la sortie, le faisceau arrive sur un écran E. On observe alors un spectre lumineux sur l'écran. Vous avez un spectre lumineux. Question, parmi les propositions suivantes, celle qui est juste. Il faut choisir une seule réponse juste parmi les trois. La lumière, l'expérience montre que la lumière blanche est monochromatique. Mono, ça veut dire une seule. Chrome, ça veut dire couleur. La couleur, c'est la fréquence. Autrement dit, la lumière blanche est formée par une seule couleur, est formée par deux couleurs, est formée par plusieurs couleurs. Bon, le schéma peut-être peut vous induire en erreur parce qu'on ne représente que deux faisceaux. En fait, ici, on représente le minimum de faisceaux et le maximum. Bien sûr, la lumière rouge, tout le monde doit savoir que c'est une lumière polychromatique. Plusieurs couleurs, vous avez le vert, le rouge, le violet, le jaune, et ainsi de suite. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Bien, avant d'entamer la deuxième question, je vais rappeler quelque chose de très important dans le cas du prisme. Lorsqu'on arrive à sous-incidence normale, ça veut dire l'angle d'incidence est égal à 0. Donc, si I égale à 0, vous avez sinus I égale à 0. Donc, vous avez 0 est égal à N sinus R. Ça veut dire sinus R égale à 0, autrement dit R égale à 0. Donc, la lumière va traverser cette première interface du prisme sans réfraction. Il va arriver ici, on va tracer la normale. Donc, voilà l'angle d'incidence, d'accord, sur cette interface. Donc, les lois de Cartes, sur cette interface, ce sera N fois sinus R' égale à sinus I2. Bien, pourquoi on va observer plusieurs couleurs à la sortie? Parce que cette lumière-là, ce rayon lumineux, est formé par plusieurs couleurs. Et chaque couleur va avoir son indice de réfraction spécifique. Et par conséquent, si N change, l'angle I2 va changer. Bien sûr, pour chaque valeur de N, vous allez avoir un I2 différent. Maintenant, quel est le rayon qui va être le moins dévié, le plus dévié? Il suffit de comprendre ou bien de se rappeler que lambda rouge, pour la lumière rouge, c'est la plus grande dans le spectre visible. Donc, il est en particulier supérieur à lambda du jaune. Or, vous savez que lambda, c'est la période fois la vitesse. Donc, celle qui a la plus grande longueur d'onde va avoir la plus grande vitesse. Or, l'indice de réfraction, c'est C sur V. Donc, celle qui a la plus grande vitesse va avoir le plus petit indice de réfraction. Donc, la lumière rouge va avoir un indice plus petit que la lumière jaune. Et par conséquent, d'après cette relation, puisque NR est plus petit, I de R va être le plus petit. Donc, la lumière rouge va être la moins déviée par rapport toujours à la normale. Voilà le courant. La sortie et la lumière jaune va être la plus déviée. Bien. Maintenant, on continue, on vous dit, on éclaire le prisme successivement par deux radiations, jaune et rouge. On vous donne la vitesse de la lumière, la longueur d'onde de la lumière rouge dans le prisme, la fréquence de la lumière rouge. On ne précise pas si c'est dans le prisme ou bien dans l'air, tout simplement parce que la fréquence ne dépend pas du milieu. La longueur d'onde de la lumière jaune dans le vide et la longueur d'onde jaune dans le prisme. Voilà ce qu'on vous donne. Donc, je rappelle que lorsqu'on passe d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2, la longueur d'onde change, la vitesse change, mais la fréquence ne change pas. Question, calculer la fréquence de la lumière jaune. Bien sûr, on sait que la fréquence dans le vide, c'est C sur lambda 0. Dans un milieu, c'est la vitesse divisée par lambda. Vous voyez que la fréquence reste constante, la vitesse et lambda changent, mais le rapport entre la vitesse et lambda reste constante. Ça veut dire que C sur lambda 0 doit être égal à V sur lambda.
Et donc, je peux déduire, par exemple, lambda sur lambda 0 est égal à C sur V, qui est égal à N. Autrement dit, lambda est égal à lambda 0 sur N. Relation très importante. Qu'est-ce qu'on me demande de calculer? La fréquence de la lumière jaune. Je connais la longueur d'onde de la lumière jaune dans le visible, donc je vais utiliser cette relation. La fréquence, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde dans le vide. Donc, je peux déterminer la fréquence de la lumière jaune, c'est 5,1 10 puissance 14 Hz. Question suivante, on nous demande de déterminer les vitesses de la lumière rouge et de la lumière jaune dans le prisme. Bien sûr, là, puisque je connais, maintenant avec ce calcul, je connais la fréquence et la longueur d'onde pour les deux rayons lumineux dans le prisme, donc j'utilise la relation tout simplement V est égal à lambda fois mu. Et j'applique la formule. La même chose pour le lambda rouge, c'est lambda rouge fois la fréquence rouge. Voilà, j'ai toutes les applications numériques. Il suffit de faire le calcul. Et vous remarquez que la vitesse de la lumière jaune, elle est différente de la vitesse de la lumière rouge. Et c'est ça l'objet de la troisième question. Quelle propriété du prisme est mise en évidence par les résultats de cette question-là? Eh bien là, on met en présence, en évidence, une propriété du prisme qui est c'est un milieu dispersif. C'est un milieu dispersif. Pourquoi c'est un milieu dispersif? Parce que la vitesse de l'onde dépend de la longueur d'onde. Si on change la longueur d'onde, la vitesse change. Dans ce cas-là, on parle de milieu dispersif. Question 3. Cette fois-ci, on éclaire avec une radiation laser de longueur d'onde lambda, c'est-à-dire un rayon monochromatique cette fois-ci, et on observe une fente de largeur A. Donc vous voyez bien que la largeur A est égale à 0,06 mm, ça veut dire 60 micromètres. On observe une tache centrale de largeur L. Question, établir la relation. Bon, ça c'est une question de cours que vous allez au fur et à mesure apprendre par cœur. Donc là, il y a une seule chose à connaître dans la figure, dans les diffractions, c'est cette relation-là. Bon, ça on vous le donne, soit il faut le connaître par cœur. La relation entre l'angle θ, lambda et l'ouverture. Vous avez θ égale à lambda sur A. La deuxième, on les déduit à partir de la figure. Vous voyez que tangente θ est égale à cette distance divisée par celle-là. Cette distance, c'est L sur 2 divisé par D. Donc, est égal à L sur 2D. Donc, L sur 2D, j'ai L sur 2D qui est θ, qui est aussi lambda sur A. Et je peux déterminer ce que je veux. Exprimer L, donc L est égal à lambda fois 2D sur A. Lambda D sur A. Voilà l'expression de L. Maintenant, on nous dit, en faisant varier la distance D, bien sûr la largeur de la tache centrale va changer, et on va tracer la courbe. La courbe quoi? La courbe L en fonction de D. Et on nous dit, à partir de cette courbe, montrer que la lumière, la longueur d'onde du laser utilisé, c'est 600 nanomètres. Eh bien là, vous avez une droite. Donc, qu'est-ce je peux déduire à partir de cette courbe? La pente de la courbe. Eh bien, la pente, là, c'est une droite à fil. La pente, c'est delta Y sur delta X. Je prends par exemple ce point et l'origine. Ce point, c'est 4 divisé par 200. Donc, la pente, c'est 4 sur 200. Bon, en centimètres, donc je n'ai pas besoin de faire un changement d'unité. Donc, c'est égal à 1 sur 50. Maintenant, c'est quoi la pente de L en fonction de D? Bien, je reviens à la question précédente. L en fonction de D, vous voyez bien que L, c'est 2 lambda sur A fois D. Donc, de la forme K fois D. Donc, la pente, c'est 2 lambda sur A. Donc, c'est une droite Y égale à X. Donc, la pente, c'est 2 lambda sur A est égal à 1 sur 50. Je connais là la valeur de A. Donc, je peux déduire tout de suite que lambda et trouver effectivement que c'est 600 nanomètres. Bien, troisième question dernière. Maintenant, on fixe l'écran à une distance D1 et on remplace la fente par un cheveu de diamètre petit d. Qu'est-ce qu'on observe? On obtient une tache centrale de largeur L1 égale à 3 mètres. Question, quel est le diamètre du cheveu? Bien sûr, en utilisant toujours lambda. Donc, la première expérience nous a permis de déterminer lambda. Maintenant, on va faire une application de la diffraction. C'est d'ailleurs l'une des applications de la diffraction, c'est déterminer le diamètre des objets. Eh bien, il suffit d'utiliser la relation qu'on a démontrée dans la question 2.2. L est égal à 2 lambda d sur A. On nous donne L, on nous donne D, la distance, on nous donne la largeur de la tache centrale. Je connais la longueur d'onde lambda 600 nanomètres, donc je peux déduire A est égal à 2 lambda D sur lambda 1.
Je fais une application numérique. 2 lambda, c'est 610 moins 9 fois d, c'est 2 mètres, divisé par 3 cm, 310 moins 2. Et je trouve que le diamètre de ce cheveu, c'est 0,08 mm ou bien 80 micromètres. Bien, donc voilà pour l'option PC. Passons à l'option SVT. Cette fois-ci, on va parler des ondes à la surface de l'eau. On vous dit à l'aide d'un vibreur, on va régler la fréquence du vibreur à 50 Hz et on va créer des ondes à la surface de l'eau. Le document présente l'aspect de l'onde à un instant T. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la distance D entre ce maximum, le premier, et le deuxième et le quatrième. Donc, la distance entre le premier maximum et le quatrième maximum, c'est 15 mm. Définir une onde progressive, recopier le numéro de la question de 1, 2, 3 et choisir la réponse, la bonne réponse, c'est-à-dire à partir de ces données-là, il faut déterminer la longueur d'onde, la vitesse de l'onde, sachant bien sûr que sa fréquence est 50 Hz, et montrer que l'élongation d'un point M qui se trouve à 17,5 est soit A, B, ou C ou D. Ensuite, on règle la fréquence du vibreur cette fois-ci à 100 Hz et la longueur d'onde va changer, devient 3 mm. L'eau est-il un milieu dispersif? Justifiez votre réponse. Et on revient une deuxième fois à 50 Hz. On fait un obstacle dans l'eau d'ouverture 4,5 mm. Quel phénomène on va observer après cette ouverture? Et enfin, quelle sera la valeur de la longueur d'onde et la vitesse de l'onde après le passage de cette ouverture-là? C'est-à-dire après, une fois que l'onde a passé à travers cette fente-là, que devient sa vitesse et sa fréquence? Bien, donc on commence par la première question. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette distance? Eh bien, je peux déduire tout simplement la longueur d'onde. Entre le premier et le quatrième maximum, vous avez 1, 2, 3 longueurs d'onde. Donc 3 lambda et 15 mm, donc lambda égale à 5 mm. Donc je coche la réponse B. Maintenant, je connais lambda, je connais la fréquence, je peux déterminer la vitesse, c'est lambda fois la fréquence. Donc 5 fois 50 fois 10 moins 3, ça me donne 0,25. Je coche la réponse toujours C, plutôt la réponse C, réponse C. D'accord? Donc on connaît lambda, on connaît la fréquence, donc la vitesse c'est lambda fois la fréquence. Bien, on considère maintenant un point M qui se trouve à 17,5 mètres. Donc vous avez le vibreur, il va créer une onde dans la source. Cette onde va se propager. Il va mettre un certain temps à arriver au point M. Donc, qu'est-ce qu'elle fait le point M? Elle reproduit le même mouvement que de la source, mais avec un retard. Ça veut dire Y de M à l'instant T. Ça sera Y de S, mais à l'instant T moins θ, avec un retard θ. Donc, j'élimine tout de suite YS de T plus quelque chose. Et là, il me reste deux valeurs. θ. Donc, je dois calculer θ pour savoir est-ce que c'est 0,35 ou 0,07. Donc, je rappelle, θ, c'est, vous avez la vitesse, c'est la distance qui est 17,5, 10 moins 3, divisé par vitesse sur le temps, sur taux. Et la vitesse, on l'a calculée, c'est 0,25. Et vous pouvez calculer θ. Et je pense la réponse, c'est la réponse A. Bien. Maintenant, on règle la fréquence, on change la fréquence. Bien sûr, la longueur d'onde change et on mesure la vitesse. Qu'est-ce qu'on trouve? 0,3. Tout à l'heure, on a trouvé 0,25. Donc, vous voyez que la vitesse a changé avec le changement de la longueur d'onde. Donc, le prisme utilisé est un milieu dispersif. Maintenant, on revient, on règle cette fois-ci la fréquence toujours à 50 Hz. On nous place dans l'eau un obstacle d'ouverture 4,5. Quel est le phénomène qu'on va observer? Eh bien, ça dépend. Il faut comparer l'ouverture par rapport à la longueur d'onde. Vous voyez que l'ouverture est légèrement inférieure à la longueur d'onde. Donc, les conditions de diffraction sont satisfaites. Donc, on va observer un phénomène de diffraction au-delà de la fente. Maintenant, recopiez sur votre copie le numéro de la question, écrire la lettre correspondante. Les valeurs de la longueur d'onde et de la vitesse lorsque l'onde dépasse l'ouverture, c'est-à-dire après. Une fois qu'il a passé à travers la fente, bien sûr, on sait que la longueur d'onde ne change pas lors de l'expérience de diffraction. Donc, la longueur d'onde doit être égale à 5. Donc, je dois toujours éliminer A et B. Maintenant, la vitesse, puisque la fréquence est 50 Hz, la vitesse, on l'a déjà calculée, c'était 0,25. Donc, j'élimine la réponse C. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D.
Enfin, je passe au programme ou bien un sujet de sciences maths, toujours de 2021. C'est exactement le même sujet qui a été proposé en 2018 à l'option PC. Et je profite pour vous dire à tous les élèves qui préparent leur bac que pour tout ce qui est ondes, la chimie, le nucléaire, l'électricité, il n'y a pas une grande différence entre PC, SVT et sciences maths. Hein, vous pouvez faire tous les sujets indépendamment de l'option. Eh bien, ce sujet-là, on va s'intéresser à vérifier la pureté de l'huile d'olive. Donc, on vous dit la pureté de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive est pure si la vitesse du son dans l'huile est comprise entre 1595 et 1600 mètres par seconde. Donc, pour tester l'huile d'olive, on va réaliser ce montage. On va avoir ici un émetteur d'onde sonore l'onde sonore va se propager en même temps dans l'huile et en même temps dans l'air. Vous avez un récepteur A et B qui sont disposés à la même distance. Hein. Donc, le signal reçu par A et B va nous permettre de déterminer le décalage temporel entre l'onde, qu'a l'onde entre l'air et l'huile. Bien sûr, à partir de ce décalage, on peut déduire cette fois-ci la vitesse du son dans l'huile, connaissant la vitesse du son dans l'air. Voilà l'objectif de l'expérience. En faisant varier D, on mesure delta T, et en traçant delta T en fonction de D, on va déterminer la vitesse de l'huile. Bon, voilà. Donc voilà, en faisant varier D, on mesure delta T, on trace la courbe suivante. Et on vous dit, à partir des mesures, les ondes ultrasonores sont-elles des ondes longitudinales ou transversales? Les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence de 40 kHz. Leur vitesse dans l'air, c'est 340. Calculez la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Hein, ça, c'est une question intelligente. Pendant une période. Et déterminez ensuite delta T en fonction de D, la vitesse de l'huile et la vitesse dans l'air. L'huile utilisée est-il pure? Justifiez votre réponse. Allons-y donc. Les ondes, bien sûr, ultrasons, c'est des ondes longitudinales parce que la direction de propagation elle est parallèle à la direction de formation. Rappelez, les ondes sonores, c'est une variation de la pression de l'air. Donc, la variation de la pression se fait longitudinalement et la propagation se fait longitudinalement. Donc, là, on vous dit la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air pendant une période. Qu'est-ce qu'on vous demande en fait de calculer? C'est la longueur d'onde. Vous savez que la vitesse, c'est lambda sur t. Ça veut dire la distance parcourue pendant une période, c'est une longueur d'onde. Et inversement, le temps mis par l'onde pendant une période, une longueur d'onde, ça sera la période. Donc, on connaît la vitesse de l'air, on connaît la fréquence. Donc, lambda, c'est t fois la vitesse, qui est la vitesse de l'air sur la fréquence. Donc, la distance parcourue pendant une période, c'est en fait poser la question d'une façon indirecte, c'est calculer la longueur d'onde des ultrasons dans l'air. Donc lambda, c'est la vitesse divisée par la fréquence, ça vous donne 8,5 mm. Maintenant, on nous dit de déterminer la relation entre delta T et D. Bon là, c'est très classique, on utilise la vitesse dans l'air, c'est la distance sur T1, le temps qu'a mis l'onde pour parcourir cette distance D dans l'air, on l'appelle T1. Ensuite, la vitesse dans l'huile, c'est toujours la même distance sur T2. Vous savez que l'onde sonore a une vitesse plus grande dans un solide. Il est supérieur à la vitesse dans un liquide. Il est supérieur à la vitesse dans l'air. Donc, le temps va être plus grand dans l'air que dans l'huile. Donc, T1 va être plus grand que T2. C'est pourquoi j'ai écrit delta T égale à T1 moins T2. Ensuite, je remplace T1 par D sur vitesse de l'air. T2, c'est D sur la vitesse de l'huile, je factorise par D et je trouve delta T égale à D fois une constante K. Donc Y égale à K fois X. Donc fonction affine. Donc la pente c'est K. Et la pente de delta T en fonction de D, c'est 1 sur la vitesse de l'air moins 1 sur la vitesse de l'huile. Donc à partir de la courbe, on va déterminer cette pente, c'est cette valeur-là. Et je prends 2 points, par exemple celui-là est l'origine. Ça sera 0,4 10 moins 3, parce que si on met les secondes, divisé par 0,2, ça me donne 2 10 moins 3. Donc je connais K, et K c'est 1 sur la vitesse de l'air moins la vitesse de l'huile. Je connais la vitesse de l'air, donc je peux déterminer la vitesse de l'huile, et on trouve 1062. Donc cette vitesse est inférieure à 1595, donc l'huile
qu'on a utilisé dans l'expérience n'est pas pur. Bien, donc voilà pour le corrigé des 3 sujets qui ont été proposés l'année dernière. Donc vous voyez, c'est des questions variées. Ils ont balayé les ondes lumineuses, les ondes sonores et les ondes mécaniques. Et vous voyez qu'il n'y a pas une grande difficulté. De point de vue difficulté, c'est exactement la même, hein. Le sujet qui était proposé à PC peut être très bien posé à Sciences Maths ou à SVT et inversement. Donc voilà pour ce sujet. Bien sûr, comme d'habitude, bonne préparation. J'attends toujours vos commentaires et bien sûr, ils sont les bienvenus. Et partagez ces vidéos avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.